chaque banque a ses critères et ses curseurs qu'elles ont établis. Et ça, c'est un vrai conseil qu'on a à vous donner. Il y a des économies à faire sur les assurances, mais il faut être très vigilant aux garanties qu'il y a derrière. Oui, il y a plein de petits trucs sur lesquels on essaie de s'appuyer, on essaie toujours de rester en veille sur... Salut à tous, on vous retrouve pour le premier podcast Côté Passion Immobilier qu'on appellera le comptoir de l'IMO. Vous y retrouverez des trucs et astuces, on parlera d'immobilier, on parlera de tout ce qui a attrait à l'immobilier avec des partenaires, on parlera de la vie de nos agences. Et pour ce premier podcast, j'ai voulu recevoir un ami, mais qui est aussi un vrai partenaire de nos agences, c'est Maxime Durban d'Empruntis, Mont-de-Marsan, Dax et consorts. Donc voilà, je voulais te recevoir pour qu'on parle forcément d'emprunt, de taux, de comment constituer un dossier, tout ça. Mais d'abord, je te laisse te présenter. Bonjour Flo, merci pour l'invitation. Donc effectivement, Empruntis, pour parler un petit peu rapidement de mon parcours, moi je suis un ancien banquier, j'ai travaillé une dizaine d'années en banque traditionnelle et j'ai rejoint Nicolas Brett qui est mon associé aujourd'hui en 2018 où j'ai participé à l'ouverture de l'agence de Mont-de-Marsan, on a lancé ça tous les deux. Nicolas a déjà une agence sur Pau depuis une dizaine d'années et effectivement on a aussi ouvert une agence à Dax en 2021. Et vous faites particulier et professionnel, c'est ça? Ouais, du crédit au particulier, c'est le gros de notre demande aujourd'hui. Ça va être 80-90% de nos dossiers. Et depuis quelques années, effectivement, on s'est ouvert un peu au professionnel parce qu'il y a une vraie demande aussi qui se développe à ce niveau-là et on souhaitait être présent pour pouvoir répondre aussi à ces demandes-là. C'est pas, en France, c'est encore pas dans les mœurs de se dire ok, je passe par un courtier pour faire un emprunt. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait le fondement, ça sert à quoi un courtier, pourquoi vous êtes là et en quoi c'est important aujourd'hui? Il y a différentes raisons qui font que les clients viennent nous voir. On a des gens qui viennent nous voir parce qu'en fait ils ne savent pas par où commencer, qui n'y connaissent absolument rien et qui du coup viennent chercher un accompagnement. On a des gens qui viennent nous voir plutôt pour le prix et pour l'aspect négociation parce qu'ils veulent accéder aux meilleures conditions possibles. Et puis voilà, c'est à peu près les deux types de personnes qui viennent nous solliciter pour les projets et pour l'accompagnement qu'on va leur proposer. C'est vrai que quand je vais recommander un courtier, je dis souvent à mes clients, vous allez passer du temps à faire le tour de vos banques parce que ça c'est dans les mœurs des Français d'aller forcément négocier un peu partout. Ils vont passer du temps, monter des dossiers, chaque banque va avoir un peu ses spécificités, va plus ou moins prendre du temps à répondre, mais ce qui fait que nous, on leur a trouvé un bien. Ils ont 2 mois en gros pour obtenir leurs offres, mais il faut qu'ils soient hyper disponibles de par leur emploi du temps et vis-à-vis de l'emploi du temps des banquiers pour pouvoir constituer les dossiers, choisir quel est le meilleur, obtenir les offres, le tout en moins de 60 jours. Et là, c'est vrai que vous avez un vrai accompagnement. Et au-delà de ça, moi je pense que pour nous, ça a une importance parce que quand on vous envoie un dossier, c'est mieux parce que c'est une personne. Quand on vous envoie une personne, un couple, n'importe qui, on a une réponse rapide. Et ça, pour nous, c'est hyper important dans la qualification de notre acquéreur. Alors oui, tu parlais du courtage qui rentre dans les mœurs. Ne serait-ce que moi, quand j'ai commencé en 2018, ça a déjà aussi beaucoup évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'était plutôt un client sur 3 qui passait par courtier. Aujourd'hui, c'est plutôt 2 sur 3, même un peu plus sur les catégories jeunes. Donc c'est quand même quelque chose qui a fait aussi son chemin et qui est devenu et qui devient de plus en plus normal en fait aujourd'hui. Ouais. Je crois qu'en Grande-Bretagne, c'est pratiquement quasiment tous les dossiers passent par les banquiers sont là pour constituer les dossiers et vous êtes là pour finir les dossiers, vous êtes là pour les constituer et leur amener. C'est ça. Et du coup, pour répondre aussi à ce que tu disais sur les délais et les 60 jours qu'il faut tenir, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de travailler aussi en amont. En fait, on rencontre souvent les clients avant qu'ils aient trouvé le bien qu'il leur faut pour leur projet ou qu'ils aient trouvé leur bonheur. On intervient bien en amont, c'est-à-dire qu'on va les aider à y voir clair et à cibler surtout le bon budget pour pouvoir faire des recherches efficaces et surtout éviter les mauvaises surprises avec des mensualités qui leur conviendraient finalement pas ou un dossier qui n'aboutira pas tout simplement. Et c'est là où vous avez une vraie importance pour nous, c'est qu'on ne travaille pas à vide. C'est-à-dire que souvent les gens viennent nous voir et ça c'est un vrai conseil qu'on a vous donné, c'est avant de commencer votre recherche immobilière, allez voir un partenaire. Allez voir un partenaire quand vous arrivez nous voir. Ayez un budget défini où on soit sûr de pouvoir travailler correctement et de vous amener sur les biens qu'il vous faut. Exactement, et ça nous permet aussi de travailler la qualité du dossier. Des fois, il peut y avoir des petits points de vigilance sur des dossiers. Quand on travaille en amont, ça nous permet de les identifier, de travailler dessus, de préparer le dossier pour que le jour où ils aient trouvé leur bonheur, on n'ait plus qu'à déposer un dossier carré en banque et qui fait que ça va rouler et ça va aller beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde.
Il y a une chose, et c'est comme nous par rapport au fait de vendre avec une agence ou vendre en particulier, il y a une chose qui est un marqueur dans la tête des gens, c'est « ah, ça coûte cher ». Moi j'aimerais qu'on désacralise ça parce que j'ai eu l'exemple avec beaucoup de clients que effectivement ça a un coût, certes comme tout travail, mais par contre en fait ça coûte pas cher et souvent c'est neutre, voir si tu gagnes de l'argent. Alors il y a plusieurs choses, plusieurs cas. Oui, notre accompagnement coûte une prestation, hein, c'est ce qui fait aussi que l'entreprise existe et qu'on peut vivre. Et qu'on peut faire des apéros à la Madeleine. Voilà, mais après voilà. Comme la prestation que vous allez proposer, il y a un prix qui est établi en face, un prix qu'on a calculé au plus juste par rapport au travail qu'on estime réaliser. Mais après, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui font ce prix-là. Il y a l'aspect négociation, où l'idée c'est d'aller chercher vraiment tous les trucs qu'on va pouvoir aller gratter, le taux, la garantie, les frais de dossier, les assurances, pour faire en sorte que le crédit coûte le moins cher possible. Bon, du coup j'ai fait une dizaine d'années en banque, du coup maintenant ça va faire 6-7 ans que je suis dans le courtage. Je commence à connaître un petit peu tous les trucs et astuces et ce que les différentes banques sont capables de faire. On en apprend encore tous les jours, donc toujours rester très humble par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect négociation où on va venir amortir notre prestation, et il y a des écarts assez importants entre les conditions auxquelles on peut faire accéder les clients. Et après, notre prestation, elle se justifie aussi par cet accompagnement qu'on propose. Et je l'expliquais juste avant, on prend les projets de plus en plus en amont et le plus en amont possible. Donc on accompagne souvent les clients sur plusieurs mois, voire une année et des fois plus. Donc ce qui fait que oui, notre prestation est payante parce que on justifie le travail et l'accompagnement qu'on va proposer aux clients. Voilà, puis tu disais ça évolue, c'est vrai que tu en apprends toujours, mais aussi parce que les banques évoluent, les conditions d'accès évoluent, et puis il y a toujours ce qu'on appelle un peu la banque du moment. Enfin, tu as toujours des moments où il y a certaines banques qui vont être très prêteuses parce que c'est dans leur politique, puis finalement d'autres vont un peu se retirer du marché. Et ça, c'est vrai que le particulier moyen, il n'en a pas la notion. Et ça, après, il rentre un peu dans le commerce, c'est-à-dire que je suis très bien avec ma banque, j'ai envie d'y rester. Si c'est pas le moment d'y aller, tu peux prendre une petite fessée, quoi, comme on dit. Donc, et c'est là où, si tu n'as pas ce recul-là, d'aller voir d'autres personnes, d'avoir un courtier avec toi qui va t'aider, tu vas dire, ok, normal, tu adores ta banque, ça fait longtemps que tu y es, mais fais gaffe, actuellement, c'est peut-être pas le bon moment où il faut qu'on ait des discussions avec elle. Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui auraient pu faire des économies ou qui ont eu des problématiques d'emprunt refusés parce que c'était pas le moment. Ouais, c'est très vrai. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques aussi vont un peu piloter ça, et on prend souvent l'image du robinet qu'on ouvre ou qu'on ferme pour le crédit, en fonction des objectifs qu'elles ont à atteindre ou qu'elles ont déjà réalisés. Et des fois il y a des banques qui vont ouvrir un peu les vannes ou au contraire qui vont un peu les refermer parce qu'elles vont piloter cette activité là en fonction des objectifs qu'elles ont encore à atteindre. Et des fois c'est vrai que quand des banques surperforment sur le crédit immobilier pendant une certaine période, c'est souvent le cas où les taux peuvent remonter peut-être un peu plus ou un peu plus vite que chez les autres, parce que comme elles ont atteint leurs objectifs, elles vont essayer de marger un petit peu plus. Et à l'inverse, des banques qui vont être en retard sur certains chiffres ou qui auront fait un trimestre passé en deçà des espérances qu'elles avaient, elles vont pouvoir sortir peut-être des offres ponctuelles. Ça arrive souvent qu'il y ait des prêts bonifiés ou des prêts boostés, ce qu'on appelle, et ça effectivement d'un mois à l'autre, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, qui peuvent changer. Le contexte aussi économique et mondial fait qu'il y a aussi des choses qui se passent et qui font que ça peut un peu perturber les marchés et aussi les taux que proposent les banques. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en compte et qui fait que on me pose souvent la question, en fait, c'est quoi la meilleure banque en ce moment? Et en fonction de la période de l'année, en fonction des clients aussi et ce qu'on appelle le profil client dossier qu'on a en face, j'ai jamais la même réponse à donner, en fait, parce que c'est beaucoup du sur-mesure. En fait. Et on va en parler, on va aborder le premier thème, mais le profil client, pour moi, il fait partie de ce thème-là. C'est qu'est-ce que c'est un bon dossier bancaire? Comment on constitue? Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Quelles sont les choses que l'on regarde et comment on peut arriver à faire son emprunt sans problème? Donc un bon dossier, pour vous expliquer, on va plutôt parler des critères qui sont regardés par les banquiers. Toutes les banques regardent un certain nombre de critères qui sont à peu près les mêmes, mais en fonction des banques qui ont des politiques aussi différentes, elles vont appuyer un peu plus ou un peu moins sur certains
profil client de dossier, comme je disais tout à l'heure. Les critères qui sont regardés, en premier, c'est les revenus. Quels sont les revenus des clients, et en fonction des niveaux de revenus, on peut atteindre des gaps de négociation qui sont plus ou moins importants. Les autres critères importants qui sont regardés, c'est tout ce qui est notion d'épargne et d'apport sur le projet. Est-ce que les clients ont mis des sous de côté avant? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre et investir dans leur projet, et qu'est-ce qui va leur rester après? Après, c'est tout ce qui est situation perso et pro, fonctionnement bancaire. Il va aussi y avoir des critères très importants qui seront regardés, qui vont être le saut de charge. Le saut de charge, c'est quoi? C'est la différence entre le loyer que les clients ont aujourd'hui et la mensualité qu'ils auront à payer demain. Exemple, quelqu'un qui paye 500 € de loyer aujourd'hui, qui, avec son projet immobilier, va passer à une mensualité de 1000 €, les banques vont s'assurer qu'ils aient bien la capacité d'avoir cette augmentation de charge. Et donc ça s'explique comment? C'est avec l'argent que les clients auront mis de côté avant. Voilà. S'ils n'étaient pas capables d'économiser 500 € tous les mois, est-ce qu'ils vont être capables de payer 500 € de plus d'emprunt? Exactement. Ouais. Donc ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, ça, les gens n'ont pas cette notion-là. Ou inversement, il y a des gens qui disent ouais, aujourd'hui j'ai 600 € de loyer, j'ai 600 € d'emprunt. C'est pas une vérité, ça. Ouais, c'est pas toujours une vérité. En tout cas, il y a eu une période où il était plus intéressant d'emprunter, parce que clairement on pouvait atteindre des mensualités qui étaient en dessous des loyers. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai avec les taux qui sont un peu plus importants. Il y a un autre critère important aussi dont on n'a pas parlé, qui est le reste à vivre. Le reste à vivre, en fait, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un point essentiel pour les banques. En fait, le reste à vivre, c'est quoi? Les banques calculent un montant minimum qui doit rester aux clients une fois qu'ils ont payé leur charge, et ce montant est différent en fonction du nombre de personnes au foyer. Et il y a des critères et des règles qui sont établis dans chaque banque, où si on passe en deçà de ces curseurs-là, ça devient compliqué de... Ça, c'est propre aux banques. C'est propre aux banques. Ouais. D'accord, c'est pas une règle nationale ou européenne, non. Le reste à vivre pour tant de personnes au foyer de temps. Non, il y a des préconisations, mais chaque banque a ses critères et ses curseurs qu'elles ont établis, et du coup qui diffèrent aussi en fonction des banques. Donc c'est parfois un item qu'on regarde avec attention, parce que c'est ce qui nous permet d'aller chercher des solutions dans une banque, alors que dans une ou deux autres, le dossier ne passera pas parce qu'on ne respecte pas ces critères-là. Parce qu'on te parle souvent du taux d'endettement, c'est pas 33%, c'est 35% aujourd'hui. Voilà. 35%, ça c'est ton taux d'endettement, de dire voilà, il faut que 35%, entre guillemets, tu ne peux pas dépasser 35% de charge par rapport à tes revenus. C'est ça. Mais la notion de reste à vivre, elle est hyper importante. Parce que, ok, j'ai payé mon emprunt, mais s'il te reste que 300 balles pour vivre, comment tu fais quoi? Oui, ça aussi, ça va dépendre en fonction du niveau de revenu des clients. Quelqu'un qui est endetté à 35% avec 3000 € de revenus, c'est pas pareil que quelqu'un qui est endetté à 35%, où on va avoir un couple qui va gagner 5, 6, 7000 € mensuels à deux. Et il y a une chose, je ne crois pas qu'on en ait parlé, mais les banques regardent vachement comment tu fonctionnes au niveau de tes comptes. Oui. Si tu es souvent à découvert, si tu es très dépensier, si tu as ce côté-là, ou si plutôt tu es sécuritaire, ça les rassure un peu plus. Oui. C'est effectivement vrai. Les banques vont analyser les 3 derniers mois de relevé de compte. La banque du client connaît le client, donc elle a un historique beaucoup plus ancien, ce qui l'aide à se faire son idée, et ce qui participe aussi au scoring du dossier. Par contre, une banque qui ne connaît pas le client et dans laquelle on va amener un dossier, elle va juger le client sur ces 3 derniers mois de relevé de compte. Donc il est important aussi en préparation de projet d'avoir une gestion des comptes le plus clean possible. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Il peut y avoir des choses qui font que c'est pas toujours évident. La vie est de plus en plus chère aussi aujourd'hui. Néanmoins, c'est un point très important. Il faut essayer d'éviter de dépasser son découvert autorisé, qui entraîne des anomalies, des commissions d'intervention, qui peut être en fait un voyant qui va s'allumer chez le banquier, qui peut lui faire penser qu'il peut y avoir un risque à prêter à des clients qui présenteraient des comptes avec beaucoup de commissions d'intervention. Donc il y a des fois, il y a des gestions de comptes qui sont considérées comme un risque. Il y a des fois, c'est un accident très ponctuel qui peut s'expliquer et qui n'aura pas d'incidence sur le dossier. Néanmoins, c'est des choses qui sont vraiment regardées de façon attentive par les banques. Aussi comme des comportements qui pourraient être considérés à risque, c'est les comportements un peu consuméristes, des gens qui vont beaucoup jouer sur les paris en ligne, les paris sportifs, ce genre de choses, ou des dépenses importantes et régulières, plus importantes que les rentrées d'argent qu'il pourrait y avoir, ça arrive aussi parfois. Et là, des fois, je sais que ça nous est déjà arrivé, on retarde un peu le dossier, on lui dit, bon écoute, là, ça va être mort par rapport à la situation d'il y a 1 mois et demi, on va rallonger un peu la durée,
pendant un mois et demi, tu mets tes comptes clean, tu fais pas de dépenses à la con, tu restes toujours dans le positif, tout ça, pour qu'on représente un dossier, ou qu'on le présente tout court, on ne le présente pas de suite, mais on le présente au bout de 3 mois, quand on a 3 mois de situation clean. Exactement. Ça, c'est des choses qu'on analyse quand, j'expliquais tout à l'heure, qu'on travaille en amont d'un projet. Ouais. Les clients voilà, viennent nous voir, on va regarder, on va analyser la gestion des comptes. Il n'y a aucun jugement dans ce qu'on va regarder et ce qu'on va dire aux clients. D'ailleurs, on l'explique et on le dit de manière très claire pour pas que les gens se sentent jugés par rapport à ça. Mais c'est un point néanmoins qui sera regardé par les banquiers. Donc si on voit à la genèse d'un projet qu'il y a une gestion des comptes qui peut être considérée comme risquée par les banquiers, on va le dire au client, on va lui expliquer pourquoi, on va lui donner les petits trucs et astuces et conseils auxquels on pense pour l'aider à mieux gérer les comptes, et surtout que le jour où le projet sera prêt à être lancé, eh bien, on a une gestion des comptes nickel qui n'entraînera pas de problématique sur l'analyse du dossier. Et oui, parce que vous, comme nous, dans notre métier, mais vous rentrez dans l'intimité des gens, quoi. Enfin, vous devez leur poser des questions un peu. C'est quoi ces dépenses-là? Quand c'est, comme tu dis, des sites de Paris ou d'autres sites un peu différents. Enfin, quand tu as des dépenses, on va dire, non conventionnelles, il faut être quand même à même d'en parler sans brusquer le client. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que le Français moyen, il déteste parler d'argent, le Français moyen déteste qu'on rentre dans son intimité. Donc aller vers son banquier qui, après tout, a l'accès à ses comptes, voilà, c'est peut-être plus simple pour eux, alors que souvent, on n'ose pas en parler, alors qu'il y a des gosses comme vous qui sont là et qui sont là pour les accompagner sans jugement. C'est exactement ça. Des fois, on a des clients qui sont un peu réticents à s'ouvrir un peu et quelque part à se mettre à nu, parce que au final c'est un peu ça. Et on leur explique le pourquoi du comment. Il n'y a aucune curiosité mal placée dans toutes les questions qu'on va poser. Toutes les questions qu'on pose, en fait, c'est des choses qu'on anticipe parce que c'est des questions que les banquiers vont poser ou vont se poser quand ils vont analyser le dossier. Et donc oui, des fois, on va poser des questions un peu poussées et très précises sur des dépenses ou sur une gestion des comptes. Mais encore une fois, on anticipe et le but, c'est d'identifier tous les points de vigilance ou les points de friction qu'il pourrait y avoir pour essayer de les lever et faire en sorte que le jour où il y aura le projet, ça glisse et que ça passe tout seul. Ça me fait penser une petite dédicace à un copain qui a fait un virement un peu bizarre en plein milieu d'une soirée à une personne, et heureusement que le projet bancaire était fini, parce que je pense que si la banquière avait vu ce virement en plein milieu des gestions des comptes, elle serait dit là il y a un souci, peut-être que c'est pas quelqu'un de fiable. On taira le nom de cette personne, mais s'il regarde ça, il se reconnaîtra. On a quelques anecdotes là-dessus, pareil, secret bancaire. Ce qui reste en soirée, ce qui est en soirée reste en soirée. Bon, parfait. Autre chose dont je voulais parler avec toi, et c'est un des grands thèmes dont les médias parlent tout le temps, c'est les taux, l'influence des taux. Et c'est vrai qu'on a connu une période faste de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient très bas. Mais ce qu'ont pas vu les gens, en fait, ça leur a donné, pour moi en tout cas, mon ressenti dans mon métier, c'est que ça leur a donné l'impression d'être riche. Je peux emprunter 300. Et en fait, les gens ont acheté des maisons à des prix, c'est pour ça qu'on a eu une flambée des prix de l'immobilier, parce que le pouvoir d'achat a tellement augmenté que les prix ont augmenté avec ce pouvoir d'achat et la demande qu'il y avait autour de ça. Aujourd'hui, on est revenu sur des taux normaux, on va dire. Exactement. Et encore, du temps de mes parents, on ne dirait pas que c'était normal, parce qu'à l'époque, mes parents empruntaient à 17, je crois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit à quelqu'un va emprunter à 17, personne n'y va, nous on peut fermer, on peut plier boutique, quoi. Mais l'influence des taux, elle a été énorme sur le pouvoir d'achat des Français entre 2020 et 2025, en passant des étapes comme 2023. Quoi. Tout à fait. Après, les taux, c'est aussi corrélé au prix de l'immobilier, parce que quand les clients empruntaient à 17% il y a une paire d'années, les prix qu'il y avait en face étaient aussi beaucoup plus bas. Donc tout ça, c'est lié. Pour donner un exemple précis, le prêt moyen sur notre secteur, il est d'environ 200 000 euros. Quand on était dans les belles années 2020, 200 000 euros de prêt, ça représentait 800 euros par mois à peu près hors assurance. Quand on a été au plus fort de la crise, fin 2023, début 2024, on avait des taux plutôt qui étaient à 4,50 alors qu'on était à 1,50 voire 1 point avant. Et là, pour 200 000 euros empruntés, on était au-delà de 1100 euros par mois. Voilà, aujourd'hui, ça s'est un peu corrigé. On est revenu effectivement sur des taux plus raisonnables et qui sont effectivement plus normaux pour le fonctionnement de l'économie, des banques, etc. Et aujourd'hui, pour 200 000 euros, on va avoir un taux qui va osciller entre 3,30 3,40. C'est un taux moyen. Il peut y avoir mieux, il peut y avoir aussi moins bien. Et là, en termes de mensualité, on va être un peu en dessous des 1000 euros. Ouais. Et c'est quand même énorme, c'est-à-dire que
pour le même projet, une maison à 200 000 euros, ben, en gros, ça me coûte 300 balles de plus en 2023, 200 balles de plus en 2025 qu'en 2020. Quoi. Ouais, c'est énorme. Et si on prend le problème à l'envers, si on prend la même mensualité entre 2019, 2020, 2023, 2024 et aujourd'hui, les clients ont perdu pour la même mensualité 30% de budget au plus fort de la crise. Et aujourd'hui, par rapport à avant, voilà, il y a quand même une perte de 20% de pouvoir d'achat en fait, et de budget du coup. Et les clients, malgré tout, restent les mêmes avec les mêmes désirs. Enfin, nous on le voit. Aujourd'hui, on a des maisons, les clients de 2020 veulent la même chose qu'en 2025. La seule chose, c'est qu'ils n'ont plus le même budget. Et c'est ce que nous, on essaye de faire comprendre aussi à nos vendeurs, c'est que la maison, c'est compliqué à comprendre parce qu'en soi, une maison, c'est un terrain, c'est des matériaux de construction et on y habite dedans. Donc la maison, normalement, elle devrait toujours coûter la même chose, mais le marché fait que ça fluctue et que la même maison en 2020, elle valait plus cher qu'en 2025. Pourquoi? Parce que les clients qui étaient capables de mettre 20% de plus en 2020 sont toujours les mêmes, mais ils ont plus de pouvoir d'achat là. Et nous, c'est vrai qu'on le voit, on a une chute des prix. Alors, ça a été quand même mesuré sur les 9 agences qu'on a dans Côté Patio. On l'a encore plus ressenti sur le secteur côtier, parce que là, il y a eu des flambées terribles. Nous, dans les terres, c'est vrai que les prix ont augmenté, ça a été légèrement plus raisonnable. Mais bon, oui, ce gap des 20%, c'est à peu près ça. Et c'est pour ça qu'on explique à nos vendeurs, alors heureusement, on leur rend des dossiers complets, avec des vraies études. Des études qui sont liées aussi par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au taux d'emprunt, par rapport à tout ça, et la mensualité que restent les gens. Mais effectivement, on essaie de leur expliquer que le marché de 2020 n'est plus celui d'aujourd'hui et qu'on est obligé de réadapter nos prix. Alors, ils l'entendent, ils l'entendent pas. Quand même, c'est de plus en plus commun. Quand même, les médias ont tellement insisté là-dessus, sur la crise, sur ci, sur là, que les vendeurs les réentendent. Le seul problème, c'est que quand les médias parlent beaucoup de crise, les acquéreurs se disent oh, c'est la crise, je n'achète pas. Alors qu'à l'inverse, je pense qu'on était dans le bon moment pour acheter, quoi. Et il y a une notion dont on a oublié de parler, et c'est une vraie clientèle que nous on a, c'est l'investisseur. Tu vois, l'investisseur, aujourd'hui, c'est quoi un bon dossier bancaire pour un investisseur? On revient pas en arrière, mais un investisseur, comment il monte son dossier? Est-ce qu'on regarde les mêmes choses en soi? Est-ce que le fondement du dossier c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose si j'achète en nom propre qu'en SCI? Est-ce que vous regardez les mêmes critères, ou en SCI ou en SARL ou SAS, suivant le projet qu'on a? C'est quoi un bon investisseur? Alors, les investisseurs, comme les jeunes primo-accédants, c'est un peu une population qui ont été lésés avec les règles qui se sont établies post-Covid. En fait, il y a eu effectivement un emballement après le Covid où les prix ont flambé, les taux étaient encore très attractifs, les banques ont été aussi très enclins à prêter et elles regardaient moins, ou en tout cas il y avait moins d'exigences qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, on pouvait accéder à des prix et des prêts plus importants avec moins d'apport que ce qui est demandé aujourd'hui, donc c'était beaucoup plus facile. Ensuite, il y a eu le HCSF, donc le Haut Conseil de la Stabilité Financière, qui a établi en fait des lois. Avant, il y avait des préconisations, c'est-à-dire qu'il fallait respecter 33% d'endettement des revenus, mais c'était qu'une préconisation. Les banques raisonnaient beaucoup sur le reste à vivre, et du coup pour des investisseurs qui avaient déjà du patrimoine, qui avaient de l'argent de côté, sur lesquels en fait il y avait peu de risques, les banques pouvaient facilement accorder un dossier, même si on était à 40, 45, 50% dans le taux d'endettement. On l'a eu vu et on l'a eu fait par le passé. Depuis ces nouvelles règles-là du HCSF, les préconisations sont devenues des lois, et les banques ont obligation aujourd'hui de respecter 35% des revenus des clients. Okay. Et elles ont le pouvoir de décoter, de déroger sur une partie de leur production, mais c'est une partie qui est assez limitée et qui est réservée aux primo-accédants. Dans les revenus, on compte les revenus générés par les loyers qui vont être faits par rapport à l'achat. Oui. Ou les loyers potentiels. Oui, on compte tout ça, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fait, le calcul des gens, c'est le loyer que je vais percevoir va effacer la mensualité qui va être mise en place. Ouais, le calcul aujourd'hui ne se fait pas du tout comme ça. Même si ça serait cohérent et ça pourrait paraître évident, aujourd'hui le calcul qui est fait, la manière de calculer l'endettement, déjà sur un loyer qui est perçu, il y a une pondération qui va être appliquée par les banques, qui va de 70 à 90%. À 90 quand même. Voilà, en fonction des banques, ça varie un petit peu. Et du coup, sur un loyer perçu, on va appliquer une pondération, et en fait, on met d'un côté tout ce qui rentre, et ensuite, on met tout ce qui sort. Donc, on va prendre les salaires des clients, on va ajouter le loyer pondéré, et en fait c'est sur ce global-là qu'on applique les 35%, et qu'il faut qu'on respecte 35% entre les revenus et les charges. Donc on fait ce calcul
en gros des plus d'un côté, et ensuite on va regarder les charges qu'il va y avoir en face. Donc souvent les gens qui investissent dans l'immobilier pour faire du locatif sont déjà propriétaires de leur résidence principale, donc on va prendre la mensualité du prêt de la résidence principale, s'ils ont un prêt voiture ça rentre aussi dedans, et la mensualité du nouveau projet qui est généré. Mais du coup ce mode de calcul là, et qui fait que les banques ont beaucoup moins de latitude à déroger à ces dossiers là, c'est même devenu quasiment impossible. Mais c'est ce qui fait que les investisseurs sont beaucoup pénalisés aujourd'hui pour pouvoir porter les mêmes projets qu'ils portaient avant cette crise. Et oui, et le problème qu'on a eu, c'est qu'on a plein de jeunes qui voulaient investir. C'est le moment, je taffe, et d'ailleurs, peut-être la bonne démarche, on peut être locataire et investir avant d'acheter sa RP, parce qu'au final, des fois, tu te dis que voilà, mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est souvent l'étymologie de la crise, mais quand tu es riche, tu deviens encore plus riche. Et par contre, c'est compliqué à créer de la valeur, peut-être, aujourd'hui, dans un monde où dans la situation où on est, si le mec il n'a pas d'argent, il ne peut pas. Si le mec il n'a pas une grosse situation, en fait, il ne pourra pas investir parce qu'il lui faut une grosse situation. En fait, au final, autant en épargne qu'en finance, quoi. Grosse situation, après, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est sûr que tout le monde peut peut-être investir pour faire du locatif, mais pas acheter une maison ou un immeuble à 300 000 euros. On peut faire du locatif aussi et avoir des projets très bien et très rentables avec des petits studios qui peuvent se faire et qui sont du coup plus faciles aussi à financer. Après, tu parlais tout à l'heure des SCI et on me pose souvent la question, ok, ça passe pas, du coup je peux pas investir en locatif, donc est-ce que je peux faire une SCI pour que ça passe? Bon, c'est pas rédhibitoire, mais globalement les banques vont quand même regarder les mêmes critères, même si on monte le dossier en SCI. Pourquoi? Parce que derrière la SCI, c'est toujours le client qui emprunte et les banques regardent peu ou prou les mêmes critères. Que ce soit une SCI à l'IR ou à l'IS, ça change. Ouais, il y a quelques banques qui ont une analyse différente quand c'est à l'IS. Néanmoins, si un dossier ne passe pas en perso, en nom propre, les banques ne vont pas y aller parce qu'on le fait en SCI. Voilà. Et ce qui est fou, parce que en soi, aujourd'hui, on a une crise du logement, on a eu un gros manque de biens à louer, mais à la fois, les banques ont vachement serré le verrou aux investisseurs. Donc du coup, moins d'investisseurs, moins de logements à louer. Ouais. Les gens ne peuvent plus forcément accéder à la propriété parce que les taux ont tellement monté que leur budget a diminué et du coup ils ne peuvent plus acheter. Et ce qui fait qu'on arrive à une tension locative du marché qui est folle. Qui est énorme. Qui est énorme. Et on essaye de dire aux gens, voilà, il faut investir tout ça, mais c'est vrai que derrière, il faut arriver à avoir un financement. C'est compliqué. C'est pas vraiment les banques qui bloquent, ça, mais c'est la réglementation en cours et en vigueur. Alors tout le monde est un peu... En vente debout, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, c'est vrai que c'est pas du tout cohérent par rapport aux besoins et en fait à l'investissement immobilier qu'il faudrait plutôt soutenir que restreindre. Après, l'État a décidé de mettre ces règles-là en place. Elles sont toujours en vigueur aujourd'hui. Est-ce que ça durera dans le temps? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que, comme on dit souvent, c'était peut-être un peu mieux avant, où c'était un peu plus sur la logique. Et puis les banques ou les courtiers prenaient leurs responsabilités sur les dossiers qu'ils décidaient d'accompagner et d'octroyer derrière pour les financements et les investissements. On voyait beaucoup de dossiers, même sur de l'investissement, financés à 110%. C'est-à-dire achat, plus frais de notaire, plus travaux, plus frais d'agence si tu achètes. Enfin, tout était financé à 110% sans aucun apport. C'est vrai, ça c'est pareil, je pense que c'est un peu le retour de bâton de la période qu'on a connue, c'est qu'il s'est fait beaucoup de financement à 110%, donc c'est-à-dire qu'on allait acheter le bien à 200 000 euros, on allait financer les frais de notaire pour 17-18 000 euros, plus les frais de garantie, les frais de dossier, les frais de courtage, avec un apport minime, le dossier passé, c'était financé en l'état. Sauf que, tu le disais toi-même, les prix ont été un peu corrigés ces dernières années, et je vais prendre l'exemple un peu typique, c'est-à-dire qu'un couple qui a acheté en 2020, qui se sépare aujourd'hui en 2025, qui n'a pas fait d'apport à l'époque, mais aujourd'hui la maison a une valeur un peu moindre, ils revendent et en fait ils n'en ont pas assez pour rembourser le crédit. Donc ça fait monter le risque de défaut pour les banques et surtout c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les organismes de caution sont beaucoup plus exigeants sur les notions d'épargne et d'apport, et c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui on demande plus d'apport que ce qu'on a eu demandé par le passé, bien que le 110% ne soit pas impossible, mais on ne peut pas financer un projet à 110% parce qu'il n'y a pas d'argent de côté, pas d'épargne constituée. Là les banques vont considérer, et les organismes de caution vont considérer que c'est trop risqué. C'est un petit truc astuce, mais tu en parlais,
ils ont acheté en 2020-2021 au plus fort des prix immobiliers, ils revendent aujourd'hui en 2025 avec une maison qui vaut moins cher malheureusement que ce qu'il reste remboursé. Est-ce que c'est infaisable ou est-ce que je peux quand même vendre et m'en retirer avec une légère dette? Alors tout est possible, et puis des fois il y a des gens qui n'ont pas le choix, surtout, c'est-à-dire qu'ils vendent bien, ils ne récupèrent pas assez de capital pour rembourser le prêt. On a eu des cas comme ça aussi, donc soit les clients peuvent se faire aider pour solder la dette qui reste, soit il y a des gens qui ont conservé une dette, c'est-à-dire qu'il reste 10, 20, 30 000 euros à rembourser, la mensualité a été recalculée par rapport au capital restant dû, et les clients continuent de rembourser ce reliquat de prêt de mensualité alors qu'ils n'ont plus le bien en face. Plus le bien en face, mais de toute façon. C'est pas arrivé beaucoup parce que c'est des situations compliquées, mais oui, c'est quelque part un risque et encore une fois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les banques font tout et les organismes de caution demandent plus, sont plus exigeantes avec les clients acquéreurs pour éviter que ce genre de scénario puisse se reproduire et que ça amène à des problématiques bien plus graves ou que ça mette trop de gens en difficulté et en grande difficulté. Mais nous, c'est vrai que c'est notre quotidien, enfin quotidien peut-être pas, mais ça arrive une fois par semaine où on a des estimations de maison où malheureusement on est complètement en décalage par rapport à l'achat qu'ils ont eu, par rapport à ce qu'il leur reste à rembourser. Et du coup, c'est vrai que aller rendre un prix, alors nous on le fait parce qu'on est très comme ça et on est très franc avec les gens, on essaie de les accompagner au mieux possible du moment où on retient, mais c'est vrai que des fois retirer, on dit toujours qu'avec l'IMO on gagne de l'argent, là l'immobilier c'est un placement sûr. Oui, c'est vrai, la pierre reste un des placements les plus sûrs. Mais il faut acheter au bon moment et bien acheter. C'est vrai que nous, on a vu des choses qui se sont achetées sur un marché qui était complètement fou. Il y a des fois, nous-mêmes, on nous disait non, mais à ce prix-là, on préfère refuser de prendre à la vente, c'était pas cohérent. Et à l'arrivée, un mois après, on voit le truc vendu, on s'est dit mais c'est pas possible. Donc il a fallu qu'on se réinvente, on dit c'est pas possible, le prix de marché il a tellement bougé. Mais à la fois, aujourd'hui, quand je vois certaines personnes qui ont acheté des maisons que j'avais estimées à l'époque, je suis pas mécontent de ne pas moi leur avoir vendu quoi. Parce que bizarrement ils n'ont pas été voir l'agent IMO qui leur avait vendu ce bien là à n'importe quel prix. Troisième notion dont je voulais parler avec toi, ça fait toujours partie de l'emprunt, c'est le PTZ, le PTZ+, l'éco-PTZ, tous ces prêts à taux zéro, savoir un peu ce que c'est, si tout le monde y a droit, est-ce qu'il y a des critères, est-ce que je peux l'avoir qu'en résidence principale ou est-ce que je peux en avoir pour de l'investissement locatif, etc. Donc il y a deux choses bien différentes, le PTZ et l'éco-PTZ. C'est deux prêts bien distincts, qui sont d'ailleurs cumulables. Le prêt à taux zéro, c'est réservé à l'accession à la propriété. Il est octroyé en fonction de plusieurs critères, c'est sous condition de ressources. Ça dépend du type de projet, il faut forcément que ce soit un projet de neuf, donc une construction ou un achat d'appartement sur plan ou d'une maison sur plan. Ça dépend de la zone d'investissement. Si on investit à Mont-de-Marsan ou à Aire ou à Jetmo, c'est pas le même, il n'y a pas le même plafond de prêt à taux zéro. Et après, c'est en fonction du nombre de personnes au foyer. Donc là, il y a des règles bien spécifiques et préétablies qui font que si on ne coche pas toutes ces cases-là, on n'est pas forcément éligible au prêt à taux zéro. Après, en fonction du type de projet et aussi du nombre de personnes au foyer, il y a des prêts à taux zéro qui sont plus ou moins importants. Les règles en vigueur aujourd'hui font que là où c'est le plus intéressant, entre guillemets, où il y a le plus de prêts à taux zéro à aller chercher, c'est plutôt dans l'achat d'anciens avec rénovation, où on peut avoir des montants de prêts à taux zéro énormes qui vont monter jusqu'à 80 100 000 euros sur des gros projets. Donc ça aide forcément beaucoup. Ça augmente la capacité. Et ça augmente la capacité d'emprunt. J'ai un exemple très précis en tête où j'ai accompagné des clients l'an dernier qui ont acheté une maison. Ils hésitaient en fait entre deux maisons. Une maison à 160 000 euros où il y avait pas mal de travaux et une maison à 170 où il y avait quasiment rien à faire. Et finalement, en les conseillant, en leur donnant toutes les infos, ils se sont dirigés plutôt sur la maison à 160 000 euros où ils ont fait 60 et quelques mille euros de travaux. C'était une famille nombreuse où il y avait trois enfants de mémoire. Et en fait, ça leur coûtait bien moins cher au final d'avoir un projet à 220 000 euros que d'acheter la maison à 170 sans travaux. C'est ça, c'est énorme, c'est que les gens au final ils ont récupéré une baraque qui vaut 50 000 euros de plus, alors potentiellement 50 000 euros de plus que celle qu'ils auraient pu acquérir. Et c'est surtout que du coup ils ont pu faire des travaux et se mettre vraiment bien dans le logement qu'ils ont acheté alors que 170
il n'y avait pas de travaux, mais il y avait peut-être des petits trucs qui ne leur plaisaient pas au moins. Là, ils ont pu se faire un truc nickel où ils sont vraiment très contents aujourd'hui. Alors c'est marrant aussi la réflexion que tu as eue, parce que c'est justement aussi un critère. On parlait des cautions qui sont plus exigeantes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu achètes un bien en 150, tu fais 50 000 € de travaux. La caution ne va pas forcément considérer que ton bien il vaut 200 000 € après projet. En fonction des travaux que tu sollicites et encore une fois, en fonction de la typologie globale du dossier, si tu as de l'apport, si tu as de l'épargne ou à contrario si tu n'en as pas, les banques vont considérer que c'est un peu risqué de faire beaucoup de travaux parce que le bien ne va peut-être pas suffisamment être valorisé après et surtout si jamais il y a peu d'épargne ou d'apport, les banques vont considérer ça comme risqué. Et on a déjà eu le cas de banques qui nous demandent à nous de faire des estimations de la valeur de la maison après travaux. Ouais. C'est hyper subjectif. C'est-à-dire que tu peux poser un sol en travertin à 100 balles du mètre carré ou un carrelage en 30-30 à 25 € du mètre. Ouais. Bah, mine de rien, forcément ça influe sur la valeur, ça a un impact. La déco que tu vas faire sur ta maison, on sait très bien qu'une déco aujourd'hui ça crée des coups de cœur. On peut pas estimer une maison. Alors, on le fait, mais d'une manière très grossière, mais on va s'appuyer surtout sur les gros postes de travaux qu'ils ont prévus. Ils changent les menuiseries, ils changent les legs, ils refont une toiture. Ok, ils transforment 3 chambres en 4 chambres et 2 salles de bain. Bon, mais ok, on va forcément valoriser la maison, mais on ne peut pas faire effectivement achat plus travaux égale temps. C'est mathématiquement impossible. Et nous, ils nous demandent de nous projeter sur des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on n'en a même pas de plan 3D. Ouais, on fait que suivant du déclaratif. Faire ça. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est des demandes qui sont faites parfois, et je partage ton avis. Néanmoins, c'est des documents ou des estimations qui sont parfois demandées pour permettre à la caution de se positionner sur le dossier. Et le pire, c'est qu'ils nous demandent à nous de faire ça. Donc, on est écarté, donc on a une certaine garantie quand même. Mais si demain, se retrouvent entre guillemets dans le caca et qui doivent vendre la maison et qui s'appuient sur notre estimation qui est complètement galvaudée, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus quoi. Parce qu'ils vont venir nous dire attendez les gars, j'en sais rien, j'ai jamais eu le cas, mais pareil ils vont venir voir l'agence côté pas sûr, et les mecs, vous avez estimé 2,50 la baraque, maintenant vous me dites que ça vaut 2,30, comment on fait quoi? Enfin je sais pas, on n'a jamais eu ce cas là, mais c'est des questions que moi je me pose en tant que patron en tout cas. Ça fait écho à ce que je disais sur le raisonnement des organismes de caution et qui est que je comprends aussi quelque part, mais bon, c'est vrai que c'est parfois un peu difficile à comprendre, mais il faut suivre aussi un peu les règles et les préconisations du moment, quoi. Ouais, c'est ça. On est obligé de toute façon de s'y adapter. Je fais une aparté, mais tant que j'y suis là, il faut que je le dise parce que c'est souvent, ça nous est demandé par, alors des notaires, je trouve ça bizarre, mais souvent des banques. On ne peut pas basculer une commission charge vendeur à charge acquéreur. La loi nous l'interdit. Donc arrêtez de nous demander ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Il faut que le mandat soit en charge acquéreur de base ou qu'on soit sur mandat de recherche. On ne peut pas basculer des commissions. Voilà, c'était juste une aparté, je voulais la faire. Deuxième chose, l'éco-PTZ. Ouais, l'éco-PTZ, du coup, c'est différent. Le prêt à taux zéro, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est réservé à la résidence principale. L'éco-PTZ, lui, donc il y a plusieurs manières de monter un éco-PTZ, mais en gros, ça se restreint aux travaux qui sont destinés à tout ce qui est économie d'énergie. Donc les menuiseries, certains systèmes de chauffage, de la ventilation, l'isolation des combles, des murs, ce genre de choses. Donc c'est uniquement sur ces postes de travaux-là. Il faut absolument que ce soit fait par des pros certifiés RGE, reconnu Grenelle de l'environnement. On ne peut pas se poser soi-même ces menuiseries par exemple parce qu'il y a des normes techniques et des normes énergétiques à respecter. Je ne saurais pas l'expliquer en détail, mais les artisans qui font ça le font très bien et d'ailleurs c'est eux qui nous remplissent des documents bien spécifiques des CERFA établis par l'État pour qu'on puisse aller chercher et demander ce type de prêt. Donc en fonction du nombre de postes de travaux qu'on va solliciter, on peut avoir accès à plus ou moins d'éco-prêt à taux zéro. Là, il n'y a pas de question de résidence principale, il n'y a pas de question de conditions de ressources. À partir du moment où on sollicite ces travaux-là, on peut aller chercher de l'éco-prêt à taux zéro. Donc ça va de 7 à 30 000 € pour ce qu'on appelle des rénovations ponctuelles, et ça peut même monter jusqu'à 50 000 € pour ce qu'on appelle la rénovation globale. La rénovation globale, c'est souvent sur des grosses rénovations où là, il va y avoir aussi des études, un audit énergétique et des projections de thermiciens qui doivent être faites et établies. Et il faut qu'on ait un gain énergétique bien donné et bien référencé. Il faut qu'on atteigne une certaine économie d'énergie pour pouvoir déclencher ce prêt-là. Mais ça se fait. C'est un peu fastidieux, c'est un peu lourd.
c'est beaucoup de paperasse, et ça fait aussi partie de notre travail et de notre métier, et ça fait partie des choses qu'on va chercher, sur lesquelles on projette et on fait se questionner le client pour essayer d'aller gratter tout ce qu'on peut aller gratter. Et bon, quand c'est du taux zéro, il n'y a pas meilleure négociation, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Ça te fait, alors je vais parler de notion de taux, mais ça te fait en fait baisser le taux moyen. C'est ce qu'on appelle le taux moyen obtenu. Tu as le taux bancaire et derrière tu as le prix à taux zéro, ça fait tant, et vous calculez le taux lycée. C'est ça, un taux moyen, mais après l'impact ça se calcule vite. Quand on va chercher 50 000 euros d'éco-PTZ sur un projet, 50 000 euros à taux zéro, ça représente un gain sur la mensualité qui est assez significatif par rapport à 50 000 euros à 3,40 quoi. Donc oui, tout ça on le fait dans l'intérêt des clients, parce que ça leur permet de maîtriser mieux leur mensualité, leur budget. Ouais, tout à fait. C'est un impact quand même assez. Alors moi j'avais bête et méchant dans ma tête. L'éco-PTZ, j'avais 3 bouquets entre guillemets, 10, 20, 30. Ça existe plus. Non, c'est pas tout à fait comme ça. En gros, si le client ne sollicite qu'une rénovation sur les menuiseries, c'est limité à 7 000. S'il y a un autre poste de travaux, on rentre sur 2 bouquets, et donc là il y a les plafonds qui montent jusqu'à atteindre effectivement 30 000 euros sur cet aspect-là. Ok. Bon, mais écoute, moi je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question sur tout ce qui est emprunt. Je voulais un peu qu'on parle des trucs et astuces, des petits trucs qui peuvent nous permettre soit d'augmenter un peu notre capacité ou d'économiser. Moi j'en ai un petit truc par exemple où j'accompagne mes clients. Maintenant je passe par des prestataires qui sont là pour ça en fait. J'ai un cas très concret puisque c'est quelqu'un de ma famille. C'est tout ce qui est aide à la rénovation d'une maison. J'ai quelqu'un à qui je viens de vendre une maison qui est de ma famille sur un achat d'une maison à 120 000 euros de mémoire. Il a obtenu 47 000 euros d'aide. Ça c'est énorme, ça a un impact terrible sur le budget de la personne. C'est énorme effectivement. Donc vous en tenez compte vous en tant que... Alors, on ne peut pas en tenir compte parce que c'est souvent compliqué. On ne peut pas tenir compte des aides qui vont être gérées, donc c'est souvent sur la rénovation, et d'ailleurs c'est souvent la continuité des éco-PTZ qu'on peut solliciter. C'est cumulable. C'est cumulable, tout à fait. Et on invite les clients à se renseigner auprès des organismes qui gèrent ça, parce que nous on n'a pas la compétence pour le faire, même si on aimerait bien. Et donc en fait, on ne peut pas tenir compte de ces aides dans le projet. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas un papier qui dit que c'est ok, c'est garanti que vous aurez cette prise en charge d'aide, les banques n'en tiennent pas compte tout simplement, et ce qui est normal. Et la problématique qu'il y a, c'est que ces accords sur les subventions qui vont pouvoir être obtenus ne s'établissent et ne s'accordent que lorsque les clients sont effectivement propriétaires du bien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à financer tous les travaux en amont. Mais il faut que le budget client et l'endettement du projet le permettent. Et c'est vrai que des fois, ça peut coincer. Et du coup, quand ils topent les aides, ils remboursent son emprunt par avance? Ça dépend. Alors, ils gardent l'argent? Ça dépend en fait en fonction des travaux qu'on a prévus. Il y a des clients qui vont récupérer des aides qui vont leur permettre de financer justement des travaux qu'on n'a pas pu prévoir dans le projet. Ou à contrario, effectivement, il y a des gens qui récupèrent les fonds, soit ils le mettent de côté, ils se reconstituent de l'épargne qu'ils ont peut-être mis dans le projet, ou ils réinjectent dans le prêt, ce qui permet de faire encore baisser la mensualité. Ou ils peuvent refinancer un investissement immobilier. Tout est possible. Le cas là, en soi, sur ma famille, c'est financé. Et la mensualité leur convient comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas, je n'ai même pas parlé avec lui, tu vois, c'est une question que je pourrais lui poser, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Clairement, il peut les placer, ou il peut réinvestir sur un appartement, un truc comme ça, générer des revenus locatifs supplémentaires. Tout est possible. C'est ça qui est... Alors c'est énorme, mais c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que là l'État a mis le nez dedans, parce qu'il y a des mecs qui ont vraiment fait des trucs un peu aberrants apparemment. Moi j'ai pas de cas concret, mais il y en a qui ont profité du système. Exactement. Et là je sais que ça a été un peu bloqué, ça va revenir en septembre, je crois, en octobre. Ils vont, je crois, un peu remoduler tout ça. Ils vont prendre que certains bouquets de travaux pour pas qu'il y ait des grosses enveloppes qu'on a pu connaître. Mais c'est vrai que c'est fabuleux quand même de se pouvoir dire j'achète une maison et on me prête, enfin on me donne, on me donne, là dans ce cas-là 45 000 euros d'aide pour rénover. Non, c'est énorme. C'est énorme et voilà.
il faut pas se priver d'en profiter quand c'est possible, quoi. Tu as d'autres trucs toi comme ça que tu pourrais... Oui, il y a plein de petits trucs sur lesquels on essaie de s'appuyer, on essaie toujours de rester en veille sur les choses qu'on peut aller chercher dans l'intérêt du client, toujours pareil. Les trucs les plus réguliers ou les plus récurrents, ça va être du prêt patronal, où en fonction des entreprises des clients, où il y a un certain nombre de salariés, ça peut donner accès à Action Logement par exemple. Il peut y avoir des enveloppes de prêt pro BTP, où là en fait on a des enveloppes qui vont de 10 à 30, 50 000 euros avec un taux très attractif qui va de 0 à 1, 1,5. Donc mais ça c'est toujours pareil, quand on peut avoir 10, 20, 30 000 euros à 1 point, c'est toujours mieux qu'à 3,40. Donc ça permet au client soit de maîtriser mieux sa mensualité ou d'emprunter un peu plus. Donc tout ça c'est des dossiers qui sont assez lourds et assez fastidieux, mais c'est des choses dont on s'occupe et qui font partie de l'accompagnement, encore une fois, qu'on propose, parce que ça va permettre au client d'avoir quelque chose d'encore mieux au final. Donc il y a ça, en fonction de la typologie des dossiers, en fonction d'un certain type de clientèle, par exemple la clientèle fonction publique, il y a aussi plein d'avantages qui existent. Il y a certaines banques qui vont donner des avantages par rapport aux garanties auxquelles ils vont pouvoir accéder. Il y a aussi, aujourd'hui tous les clients ont une mutuelle santé. Il y a certaines mutuelles qu'on peut solliciter et actionner pour venir cautionner justement le prêt des clients. Une caution bancaire, ça peut vite représenter 2 000, 3 000 euros, des fois plus. Quand on passe par une cautionnement mutuel, ça coûte 0 à la fin. Donc il peut y avoir un intérêt financier assez intéressant pour le client. Et en fait, c'est souvent aussi un cumul de plein de choses. Un client va venir nous voir, et on va lui dire tiens, peut-être que sur ces travaux-là, on pourra aller chercher 10 ou 15 000 euros d'éco-PTZ. Ah, vous êtes dans telle boîte, on peut aller chercher l'enveloppe pro BTP. Et vous êtes dans telle mutuelle, et du coup, on va la solliciter aussi pour que vous n'ayez pas de frais de garantie sur le projet. Et tout ça cumulé fait que le client, il a un truc clean, super et optimisé. Du coup, optimisé, exactement. Et je sais que ça c'est vrai, mais chaque banque a un peu son type profil client préféré. C'est-à-dire que suivant si tu es fonction publique, tu vas aller plus à un endroit. Si tu es docteur, c'est plus ce type de banque qui te... le commun des mortels ne le sait pas. Il y a des vérités et d'autres qui le sont un peu moins. Ce qu'il y a, c'est que c'est sûr qu'il y a des banques qui peuvent être un peu plus élitistes que d'autres. Et c'est pas qu'elles vont refuser le dossier de jeunes primo-accédants avec des moyens un peu plus modestes qu'un docteur par exemple, mais c'est qu'elles vont faire une proposition qui est complètement décalée en termes de taux et que clairement c'est pas qu'elles veulent pas prêter, mais qu'elles prêteront et qu'elles en profiteront pour faire de la marge. Donc ça fait partie aussi des choses que nous on sait, qu'on connaît, et ce qui nous permet aussi d'orienter les clients vers les bonnes banques. Après, un dossier de docteur, toutes les banques sont en capacité de se positionner parce qu'on va avoir un niveau de revenu plus important, parce que c'est une clientèle qui va intéresser entre guillemets plus les banques, mais c'est vrai aussi qu'il y a des banques qui vont faire des efforts plus importants sur ces typologies de clients parce qu'en fait c'est un choix stratégique et qu'elles ont décidé d'essayer de capter le maximum de clientèle comme ça, de clientèle un peu plus élitiste. Et à contrario, il y a des banques qui vont se positionner sur tous les dossiers, qui seront peut-être un peu moins bien placées dans certains cas, mais qui vont être plutôt régulières sur leur positionnement et le fait de vouloir aussi accompagner tout type de clients. Est-ce que ça prête encore à des intérimaires ou c'est compliqué? Oui, ça prête encore à des intérimaires sous certaines conditions, c'est qu'il faut avoir quand même une certaine ancienneté. Quelqu'un qui commence en intérim aujourd'hui, qui veut faire un prêt dans 6 mois, les banques, personne ne valorisera ses revenus. Par contre, il y a des clients qui choisissent de rester en intérim et qui font ça pendant des années et avec lesquels ça pose aucun problème. À partir du moment où on a 2-3 ans d'ancienneté, les banques, ou même du CDD, ça arrive aussi parfois, les banques sont capables de valoriser ces revenus-là. Après, c'est toujours pareil, c'est un cumul de plusieurs choses. Si le reste du dossier rentre dans les cases et les clous par rapport à ce que souhaitent les banques au niveau épargne-apport, etc., et qu'on a de l'ancienneté sur l'intérim, ça ne posera pas de souci. Par contre, c'est sûr que si on a un dossier où on a peu d'épargne, pas d'apport, et qu'en plus le client est intérim depuis plus de 6 mois, les critères cumulés font que le dossier ne pourra pas aboutir. Tous les dossiers en fait sont scorés en fonction des différents critères que j'évoquais et qu'on va renseigner dans notre outil et dans le logiciel des banques derrière. Et en fonction de ces scorings-là, les banques après se positionneront ou pas sur un projet. Ouais, c'est ça, on est tous un peu, entre guillemets, notés. Exactement. C'est ça, ils ont un peu ce profil de client, ok, lui il vaut tant, lui il vaut tant. C'est quelque chose qui est imperceptible du commun des mortels, enfin, nous on ne le sait pas.
on sait très bien que c'est plus simple pour quelqu'un qui a des super revenus, et encore, quelqu'un qui a des super revenus mais qui a une gestion des comptes catastrophique, ça arrive aussi. Il va pas forcément être financé derrière. Dernière notion, parce que les gens ça le maîtrisent pas, je trouve, et ils n'ont pas cette notion-là, parce qu'on parle souvent de taux. Moi j'ai un taux de temps. Et si on doit prendre la notion de taux, il faudrait prendre un taux avec assurance, ce qu'on appelle des ADI. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est une ADI, à quoi elle sert, est-ce qu'on est tous obligés d'être assurés, ou est-ce que c'est le prêt qui doit être assuré et dans quel pourcentage, etc. Ok. Donc il y a plusieurs choses différentes. Tu parlais du taux, et c'est vrai que c'est, on va dire, l'item le plus simple à retenir et à regarder sur une proposition. Mais pour moi, le juge de paix, c'est plutôt la mensualité qu'on a au final. Des fois, on peut avoir des différences de taux et des propositions avec un taux plus élevé qui sont au final plus intéressantes parce qu'on va négocier les frais de garantie, parce qu'on va négocier d'autres items, l'assurance peut en faire partie. Et ce qu'il faut regarder pour moi, le taux, bien sûr que c'est important, mais pas que. Il faut regarder la proposition dans son ensemble, et nous on est là pour voilà, expliquer et que le client puisse faire un choix éclairé sur la proposition qu'il va retenir. Mais souvent, le coût de crédit final, c'est la mensualité. Et la mensualité, elle est constituée du taux, d'une garantie, de frais de dossier et des assurances. Donc tu parlais des assurances, c'est effectivement un point important sur lequel on peut faire beaucoup d'économies. Néanmoins, il faut être très vigilant parce que le prix ne fait pas tout. Il peut y avoir des assurances avec des prix très attractifs, mais qui par contre vont présenter beaucoup d'exclusions sur les couvertures dont les clients vont pouvoir bénéficier. Donc les couvertures, c'est quoi? Les clients vont être couverts pour du décès, les clients vont être couverts pour de l'invalidité et pour de l'arrêt de travail. C'est grosso modo les critères les plus communs et les principaux critères qui sont regardés. Mais après, il y a plein de petits trucs en fonction de est-ce qu'un client fume ou pas. Les contrats des banques, qui sont parfois un peu plus onéreux, vont pas faire de distinguo entre quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui fume pas. Les contrats qu'on va pouvoir négocier, ce qu'on appelle une délégation externalisée, des fois, si la situation du client évolue, il faut le signaler, alors qu'avec les contrats des banques, c'est pas le cas. Donc, il y a des choses, effectivement, il y a des économies à faire sur les assurances, mais il faut être très vigilant aux garanties qu'il y a derrière. Il ne faut pas être aspiré que par le prix. Ouais. Et des fois, il faut savoir expliquer, et les clients l'entendent très bien et savent l'accepter, de payer un peu plus cher une assurance parce qu'ils vont avoir de meilleures garanties. Ce que je dis souvent, c'est que l'assurance, c'est pas de la négo. Il faut qu'on soit vigilant aux garanties qu'il y a en face, parce que voilà, le prix ne fait pas tout. Et de toute façon, si vous avez un contrat qui ne vous couvre pas comme il faut, les banques sont enclins à le refuser parce qu'elles estiment que le client ne va pas être suffisamment couvert. Et je crois, la notion, c'est qu'il faut que l'empereur lui-même soit assuré à 100%, ou il faut que chaque tête soit assurée à 100%. Ça dépend. Donc être assuré à 100% par tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un couple où monsieur est assuré à 100%, madame est assurée à 100%, si demain il arrive un pépin, 100% du prêt est pris en charge. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que le conjoint survivant, si on parle de décès, il n'a plus rien à payer. Donc après, c'est du conseil, c'est du cas par cas. On ne va pas conseiller la même chose à un couple primo-accédant qui va faire son premier projet résidence principale qu'un couple qui est déjà propriétaire, qui va faire un investissement locatif, où on peut effectivement peut-être travailler et discuter du niveau de couverture qu'il y a. Mais des jeunes qui vont faire leur premier projet en résidence principale, on va forcément les conseiller de s'assurer à 100% par tête. Sur de la loc, par exemple, quand j'investis sur de la loc, moi, comme je dis souvent à des clients, est-ce que pas l'invalidité, mais l'arrêt maladie est nécessaire? Après tout, c'est les locataires qui payent. Et puis, ce que je remarque souvent, c'est que quand j'en discute avec des gens qui sont propriétaires aujourd'hui, ils sont en arrêt maladie, ils ne pensent pas le dire. Ouais, alors qu'on est assuré pour ça. C'est vrai. Et c'est vrai, des fois, l'assurance du prêt, on en parle beaucoup au début, mais après, 10 ans après, on n'y pense pas forcément. Donc il faut effectivement savoir regarder, se rappeler, et puis aller voir ce pourquoi on est couvert. Voilà, quand on a un projet résidence principale, on va effectivement s'assurer pour les trois critères que j'évoquais tout à l'heure. Sur du locatif, l'arrêt de travail n'est pas indispensable, bien que tout à fait possible, mais c'est vrai que même si le client est en arrêt de travail, le loyer doit continuer de tomber, donc c'est pas indispensable. C'est ça. Mais c'est vrai que par contre, dans son ensemble, le montant emprunté doit être couvert à 100%
à minima. Oui, c'est ça, parce que bon, j'ai un cas concret, mais un SCI familial, on est 3 têtes, un est assuré à 50% et les 2 autres à 25%, ce qui fait que l'emprunt au total est assuré à 100%. C'est ce qui permet des fois d'aller chercher de meilleures rentabilités, un meilleur cash flow, quelque chose qui fait plus de cash, comme on dit. À l'inverse, je suis un peu moins couvert s'il m'arrive des choses. Tout à fait. Graves. Donc ça, en fait, le tout, c'est de savoir et de choisir et de choisir son niveau de couverture en toute connaissance de cause et encore une fois de faire un choix éclairé, comme je le disais tout à l'heure. À partir du moment où c'est clair pour le client, qu'il a compris et qui décide voilà, sur un projet locatif de s'assurer qu'à 100 au lieu de 200%, à partir du moment où c'est bien clair pour lui, c'est bien clair pour la banque, il n'y a pas de souci non plus. Mais voilà, encore faut-il bien expliquer pourquoi le client est couvert, comment le client va être couvert, faire attention s'il y a des cas spécifiques. Voilà, il peut y avoir aussi des clients qui ont des problématiques de santé ou qui vont faire beaucoup de kilomètres dans l'année, qui vont pratiquer des sports particuliers et qui vont avoir un métier aussi considéré comme un risque. Donc toutes les assurances ne couvrent pas de la même manière et c'est très important du coup de rentrer dans l'aspect garantie, de parler du prix bien sûr, mais pas que, voilà, et de considérer les deux, parce que payer une assurance aura des pâquerettes et que dalle c'est bien, mais bon, si c'est une assurance qui ne marche pas quand on en a besoin, ça sert à rien. Et surtout pas mentir quand on fait sa déclaration, parce que si ça rend compte, du coup la garantie saute et c'est un des moyens très simples pour eux de faire sauter cette garantie. Et de se retrouver dans une situation très compliquée derrière. C'est ça. Bon, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question sur tout ce qui est l'aspect bancaire lié à notre métier de l'immobilier. En tout cas, voilà, moi c'est vrai que pour un peu reprêcher ta paroisse, mais j'ai l'habitude, même si je m'entends très bien avec les banquiers, d'aiguiller les gens vers des personnes comme toi, et beaucoup, vous notamment, parce que c'est vrai que nous, on a cette garantie derrière de travailler dans de bonnes conditions. On sait qu'un dossier va être suivi, on sait qu'un dossier de grande chance, à partir du moment où tu m'as dit, Flo, vas-y, tu peux y aller avec lui. Je sais que je travaille sereinement et vis-à-vis de mes vendeurs, c'est quelque chose d'important pour moi. Je leur dis tout le temps d'ailleurs que chez nous, on ne part pas en visite tant qu'on n'a pas des garanties sur le financement de la personne. Je pense que notre métier de l'immobilier, c'est fait aussi de gagner du temps. Parce que, je le dis, on est le seul métier gratuit jusqu'au moment où on a vendu. Là, on coûte des ronds, mais en attendant, on va bosser gratuitement pendant très longtemps. Et pour nous, le fait de gagner du temps avec un client acquéreur en se disant c'est bon, il a le financement, du moins il va l'avoir, on est serein parce que ces gens-là ont étudié le dossier, c'est quand même beaucoup plus confortable. C'est sûr, et puis nous on est exactement dans la même situation que vous, et ce que je dis souvent aux clients, c'est que si jamais le dossier, à mon sens, n'aboutira pas, déjà je vais lui dire de suite, lui expliquer pourquoi, mais j'ai aucun intérêt à lui faire espérer des choses qui n'aboutiront pas. Non pas que ce soit le cas que ce que font les banquiers, mais voilà, aujourd'hui, moi mon but c'est de faire passer des dossiers. C'est comme ça que je gagne ma vie, et du coup j'ai tout intérêt à faire au mieux pour le client, et si à contrario il y a des choses qui font que je pense que je n'aurai pas de solution, même si j'ai pas la science exacte à chaque fois, voilà, je vais l'expliquer au client et je ne vais pas lui faire espérer des choses qui malheureusement n'aboutiront pas. La vérité. La vérité, et donc, bon, le but, et la plupart du temps, c'est quand même de faire effectivement aboutir les projets, et voilà, on participe à des moments de vie comme vous importants, plutôt sympas. Bon, et la plupart du temps, ça se passe bien. Oui. Voilà, il y a quelques dossiers parfois plus compliqués que d'autres, il y a des dossiers qui n'aboutissent pas malheureusement, mais la plupart du temps, ça va au bout, ça se passe bien, les clients sont contents, et puis on est très heureux de participer à un moment de vie comme ça, voilà, de la vie des clients, quoi. Ben, super, écoute, je pense que c'est un bon mot pour conclure ce premier podcast. En tout cas, Max, je te remercie d'avoir participé à ça. C'était une première expérience pour nous. Ravi de l'avoir partagé avec toi. J'espère que le format, le comptoir de l'IMO, côté Patio vous a plu, que vous le regarderez, que vous le partagerez, que vous aurez appris des choses également, parce que je pense que c'est aussi ça, c'est le but d'être informatif. Il y aura plein d'épisodes à venir sur la vie de nos agents, Je sais que tu es ami avec pas mal d'entre nous. Dédicace à la photo de profil de Laurent Dubroca, vous pourrez aller voir la date, elle est quand même très très sympa. Et puis je vous dis à très bientôt pour ce podcast. Encore merci mon Maxou, et à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation, première expérience aussi. Ouais. Et n'oubliez pas, chez Empruntis, le bonheur est dans le pré.